La mer, ma maman est mon point de départ. Je lui ai montré cet été. Ça va. J'ai passé le bac, j'ai eu le bac. Non, mais je rentre pas dans les détails de tout ce qu'elle m'a dit. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'elle m'ait dit, voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Donc voilà, bon. J'ai fait le film en partant de ma mère. Après, j'ai pas fait le film que pour ma maman. Mais c'est certain que je voulais pas la trahir son témoignage. Et de ce côté-là, je peux attaquer la tournée en mai, fais ce qu'il te faut. Moi, je ne crois pas au cinéma vérité. Ça n'existe pas. Et ça n'a aucun intérêt, je dirais même, le cinéma vérité. Ce qu'on attend d'un cinéma, du cinéma et du documentaire aussi d'ailleurs, c'est un point de vue. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais un point de vue. Donc, dire qu'on fait un cinéma vérité, c'est-à-dire qui est donc incontestable, mais c'est d'une prétention. Mais c'est surtout un mensonge, ça commence bien. Non, ça n'existe pas. C'est à partir du moment où vous décidez de poser votre caméra à cet endroit et de filmer cette chose-là, ce n'est pas la vérité. C'est un élément. Et qu'est-ce que vous allez en faire au montage, etc. Bref. Et ce qui m'intéressait justement avec ce cinéaste, c'est que quand j'ai commencé moi à faire mes recherches, je suis tombé sur ces histoires-là. Je ne connaissais pas. De cinéastes allemands, à la Leni Riefenstahl, une école douée, qui ont été envoyés sur le front pour, comme Hitler avait demandé à Goebbels, qui était ministre de la propagande, eh bien, d'expliquer au peuple allemand comment on avait bâti un empire pour Milan. Et donc c'était évidemment des actualités de propagande dans les cinémas allemands. Et ils ont reconstitué des endroits, dans certains endroits, des combats, s'ils n'ont pas pu être là au moment des combats. Et donc ils ne sont pas embêtés, ils ont pris effectivement des prisonniers. Bon là c'était des tirailleurs sénégalais. Du côté de Hasbrook, ça a été des Anglais, en leur donnant des armes, des munitions à blanc, et en leur faisant croire surtout qu'ils avaient vraiment une chance de s'en sortir. Et donc ils ont eu des images de première qualité, en toute sécurité. Et ça a fait alimenter les films de la propagande nazie. Mais vous savez, j'en ai vu quelques-uns de ces films. C'est incontestable qu'il y a une esthétique, il y a une mise en scène, il y a un travail. C'est ça le dangereux, justement. Hein? C'est ça qui est encore plus dangereux. Bien sûr. Mais c'est fascinant. De toute façon, c'est dans les pays totalitaires où on a réfléchi peut-être le plus au cinéma, à sa puissance. Vous le savez, ce sont les soviétiques qui ont le plus bossé sur le montage, qui est, comme disait Wells, l'éloquence du cinéma. Et les Allemands, je suis tombé sur un discours de Hitler, la mise en scène et la lumière, magnifique. Et puis il lui avait mis un chef, c'est-à-dire qu'il parlait doucement, et ça parlait à l'oreille de chaque Allemand dans la salle, en fait. Donc il arrivait dans le noir, il disait des choses, et c'était très très proche, puis la lumière apparaissait, la caméra, le travelling avant dans les rangs. Au secours. Donc il y avait du talent pour ça. Et donc montrer un cinéaste à l'œuvre, ça me plaisait évidemment. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Bon, moi j'avais cette histoire d'exode de ma mère, j'avais fait un appel à témoignage dans la Voix du Nord et la France 3 Pas-de-Calais. On a été noyés de lettres, ce qui était peut-être le plus émouvant, c'était des gens qui étaient allés enregistrer leur papinerie dans les maisons de retraite ou chez eux, et on se récupérait des fichiers MP3. Là-dedans, il y avait des trucs. Donc tout ça, on l'a digéré, on l'a classé avec un historien, et on va le redonner maintenant aux archives nationales. Et il y a d'ailleurs un bouquin qui va sortir qui s'appellera Paroles d'Exode, comme Paroles de Poilu. C'est le même auteur, Jean-Pierre Guénon. Donc cette parole n'est pas perdue. Mais ça a été une matière première pour moi. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne veux pas faire un film franco-français. J'avais eu trop de plaisir avec Joël Noël. Sur Joël Noël, avec des Écossais, des Allemands, des Français, il y avait une espèce de brassage là-dedans qui me plaisait bien. Et puis un village français sur la route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je savais que ça serait là, ça. Mais je trouvais que ce serait plus riche si on avait d'autres points d'entrée.
Et en faisant mes recherches, je découvre que finalement l'exode démarre en Allemagne. À partir de 1933, plus de 800 000 Allemands vont s'enfuir. Marlène Dietrich, Friesland, etc., mais beaucoup d'autres, et beaucoup viennent en France. Terre d'accueil. Et d'ailleurs, ces gens-là, effectivement, viennent en France. Il y en a qui mentent sur leur nationalité, c'est vrai, et d'autres pas. Et quand la guerre est déclarée en septembre 1939, le gouvernement français prend peur et demande à ce que les Allemands, on sache où ils sont. Et rapidement, on les met dans des camps militaires. C'est pas la prison, mais au moins on sait où ils sont. Et à la fin de l'armistice, Pétain donne les clés aux Allemands en disant c'est quand même des gars de chez où ça. Et là ça va très très vite. C'est des camions, des trains, c'est terminé. Et alors ça c'est pas dans le film. Mais démarrer avec un Allemand qui donc n'est pas nazi, qui essaye qui bricole avec une fausse sa radio pirate, etc., puis qu'à un moment donné doit partir. Ça m'intéresse parce qu'il arrive en France et il voit donc les choses différemment. Et avec lui, on voit les choses aussi différemment. Et l'enfant. Et puis un Écossais, parce que voilà, j'ai été élevé, mon père était très anglophile, me disait toujours, il était agriculteur, il me disait toujours, si on peut labourer nos champs, c'est parce qu'il y a un Anglais qui a dit non à Londres, qui s'appelait Winston Churchill. Et s'il n'avait pas été là, celui-là, je ne sais pas si on pourrait labourer aujourd'hui. Le maire, pour moi, c'était Olivier Gourmet tout de suite. De même que Mathilde Seigné. Après Laurent Gérard, maintenant je vis à Lyon. Et donc je le vois très souvent, Laurent. Et on se connaît bien. Je sais que c'est quelqu'un qui est extrêmement cinéphile. Et il avait fait un téléfilm dans lequel il était très très bien, qui s'appelle L'Escalier de fer. Et qui n'est pas du tout une comédie. Donc là, je suis allé le voir, j'écoute là. C'est pas possible. Je vais te confier le rôle d'un fontainier, un mec qui s'occupe d'un château d'eau, mais qui a une très très bonne cave. Et donc c'est son premier film de cinéma. Ensuite... Il exigeait des vraies bouteilles. Comment ? Il exigeait des vraies bouteilles ou... Non, on n'a pas le droit sur le tournage. Ensuite, l'Allemand, Auguste, c'est un choix qui a circulé. Et puis j'ai revu Auguste à Berlin. J'avais vu déjà sur Joyeux Noël, ça ne s'est pas fait. Et là, à Berlin, je suis tombé sur un garçon qui avait 40 ans, qui avait 2 enfants, qui avait une épaisseur intéressante pour moi par rapport à ce rôle d'un papa. Et puis je trouve qu'il a... Ouais, lui, il m'a bien épaté. Le petit garçon, ça a été très très long. Là, on a mis 3 mois à trouver en Allemagne un petit garçon. Voilà, j'ai fait Munich, Berlin. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur ce gosse, 8 ans, parlait 3 langues. Mais au-delà de ça, c'était un gamin. Il arrivait, tac, il jouait. Et puis après, il repartait faire jouer à touche-touche avec ses potes. Il avait une façon de zapper qui était étonnante. Mais quand il était sur le plateau, il en imposait beaucoup. Et Alice, Alice Isa, j'ai vu beaucoup de monde pour jouer le personnage de Suzanne. Et elle a un agent qui m'a pourri, qui me disait il faut absolument que tu la rencontres, etc., etc. Et puis j'étais bousculé sur d'autres trucs. Puis finalement j'ai pris un café avec elle. Et là, c'est la magie de la rencontre. Alors je suis quand même allé voir un film qui était à l'affiche à l'époque dans lequel elle est, qui s'appelle La crème de la crème. Et alors là je suis sorti de la salle, je dis ah ouais d'accord. Je l'ai appelé, je dis bon écoute, j'aimerais bien que tu fasses mon film. Et j'en reviens pas du tout. Je pense que c'est une grande actrice. C'est quelqu'un qui s'installe pour longtemps. Et quant à Matthew Rhys, c'est bien, comment dirais-je, je l'avais vu dans une série que j'aime beaucoup sur Canal qui s'appelle The Americans, où il a le rôle principal. On a fait un Skype puisqu'il vit aux États-Unis maintenant. Et il m'a fait mourir de rire. Mais pas malgré lui. Il avait un dalmatien dans son appartement qui n'arrêtait pas de venir, qui a pris le pouvoir de la caméra, sur la caméra. Donc à un moment donné, c'était un Skype avec le dalmatien, parce que lui, il était complètement débordé par le chien.
je sais pas, c'est bête, mais ça m'a fait rigoler. Et moi, je connais un personnage britannique qui est une forme de panache, de l'humour aussi, et qui puisse terminer comme ça en beauté. Et une élégance finalement. Et je trouve que Matthew Lewis, il a ça. Il est à part. Il est à part. Tous les témoignages nous racontaient qu'ils laissaient des traces de leur passage. Des gens se sont retrouvés grâce à ces mots-là. Il y a aussi, alors ça c'est pas traité dans le film, il y a eu une explosion de ex-voto. Vous savez ce que c'est, hein? C'est les petits mots que laissent les gens dans les églises, auprès au pied des cierges, etc. Et des choses. Sur les colonnes. Ouais. Dément. C'est là c'est les gens sont perdus, et n'oublions jamais que la plupart des gens qui s'en vont sont des paysans, des gens qui ne prennent jamais de vacances et qui ne partent donc jamais. Et alors pour eux, là d'un seul coup, alors c'est plus ou moins bien vécu, ça fait peur à certains, c'est exaltant pour d'autres. Ma mère me disait, elle me racontait tout ça, avec les bons côtés, les mauvais côtés, elle terminait toujours en disant c'était quand même le plus beau mois de ma vie. Je dis, quand même, elle me dit, bah oui, j'avais 14 ans, du jour au lendemain, plus d'école. Le mois de mai 40 était le mois de mai le plus chaud de tout le XXe siècle, pas une goutte de pluie. Elle me dit, on dormait à la belle étoile. J'avais un vélo, j'étais devant le groupe comme éclaireuse. J'avais un rôle, comme le personnage intitulé. Et puis elle me dit, alors, ce qui était formidable, c'est qu'on volait dans les maisons pour manger. L'aventure, le côté, tout était possible, quoi, wild. Et ça je me suis toujours dit, il faut garder ça. C'est pour ça que ça s'appelle En mai, fais ce qu'il te plaît. Et l'autre jour, Morricone me dit, il me dit, vous n'avez pas changé de titre? Je dis non. Bon. Je dis, ah ben, pourquoi il vous plaît alors? Il me dit, ouais. Il me dit, dans En mai, fais ce qu'il te plaît, il y a du printemps là-dedans. Il y a une promesse. Et je me suis dit, tiens, je ne l'avais pas imaginé à ce point, mais il a raison. Il a raison. Voilà. Les gens cherchaient à se raccrocher à des choses comme avant. De même que le maire, qui part avec sa Madeleine. Avec sa Marianne. Ça, c'est mon grand-père, ça. Parce que pour lui, c'était un radical socialiste. La République, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et donc, là, mon grand-père a dit, je ne laisserai jamais la Marianne aux Allemands. Donc, alors, et chacun se raccroche à quelque chose. Mais la vie, comme vous avez raison, la vie continue, malgré tout, sur la route. C'est vrai que c'est un tabou, la mort des enfants, au cinéma. Et déterrer un cadavre, c'est un autre tabou qui est assez rare au cinéma aussi. Enfin, à part les films d'horreur, c'est un autre problème. Ah, vous savez, quand j'ai montré le film, on a parlé de cette séquence avec Morricone. Alors il avait un petit sourire, il a dit, ça c'est pour moi. Parce qu'il y a des choses comme ça dans Le Bon, la Brute, Creuse, etc. Bon. Les tombes, les croix pourries en bois et tout ça. Bon. Ça dit. Alors, mais néanmoins, je vais vous dire, je ne sais plus comment... Moi, j'avais envie de ça. Alors, je ne vais pas passer pour un massadi. J'avais envie de... Ce que j'aime, moi, dans cette séquence-là, alors c'est parler de mon propre travail, c'est difficile, mais ce que j'aime, moi, ce que j'ai ressenti en la faisant et en la voyant surtout, c'est que c'est une scène... Il y a une forme de perversion dans cette scène, parce que on a peur que ce soit l'enfant, le fils, donc il y a un soulagement sur le dos de quelqu'un d'autre, quoi. Et en plus, cette petite-là. Et en plus... ils l'ont enterré avec la photo que l'autre lui a donnée. Et sur la photo, c'est le père et le fils. Donc c'est jouissif. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un truc à tiroir. Et j'ouvre jusqu'au bout le tiroir, c'est la photo qui, là, détruit le père sur pied. Parce qu'il ne la connaît pas, Napoléon. Ouais. Et donc il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas... Non, pas empathie, si, c'est pas un enfant mort, mais il n'y a pas une empathie voilà, dessus. Bon, il faut avancer, etc. Et
moi, je ne veux pas paraître pour un gros pervers, mais j'aime ça. Il se passe quelque chose. Ça vous interpelle. Moi, ça m'a interpellé. Et j'avais envie de me retrouver dans une situation parce que oui, vous avez raison, c'est rare. Et là, le public, il est... Je vois dans les projections, hein, j'assiste parfois à des projections où les gens ne me connaissent pas. Donc ils ne savent pas. Et je ne regarde plus le film, je connais. Je regarde les gens, comment ils... Et là, il y a un moment de... il y a un moment de vertige un petit peu. Le côté... Bon, on ne va pas aseptiser tout. Non, il y a des films qui sont allés beaucoup plus loin que ça. On parlait tout à l'heure de Terrence Malick, la ligne rouge, l'attaque du village japonais, c'est quand même un grand moment. Il y en a plein. Ce que j'aime pas, alors après c'est le goût de spectateur et les cinéastes, moi je n'aime pas l'esthétisation de la violence. Oui, parce qu'il n'y a pas d'esthétisation. Ça, je n'aime pas ça du tout. Ouais. Ça, je trouve ça, les John Woo et tout ça, ça me plaît pas. Je préfère qu'on me la... C'est cash cruel peut-être, mais je préfère comme ça. Et puis surtout, je trouve ça, c'est plus humain. Par exemple, l'attaque de la ferme par les 2 Allemands, moi je voulais qu'on reste avec les Allemands. Qu'on ne soit pas avec nos protagonistes en fait. Dans la carte, j'aurais pu aussi être dans la grange avec l'autre qui est planqué, qu'est-ce qui va se passer? Non, la peur change de camp. Et à un moment donné, on est face à des gens qui ont peur. C'est pas parce qu'ils ont une croix gammée qu'ils ont peur. Et alors il y en a un qui est un peu plus va-t-en-guerre que l'autre, mais ils sont pétés de trouille, quand même. Ça m'intéressait de faire ça. Et donc ouais, la violence, moi je cherche pas... Il y a un hommage à un très grand film pour moi sur l'élection qui s'appelle Le Train. Alors, le Dernier de Fer. Le train, à un moment donné, il y a une femme qui meurt, et l'enfant est pris, c'est un bébé, et il est donné, il est emporté. Bon, ben, c'est ce que je... Et ça, je l'ai vu dans des témoignages, ils emmenaient les enfants dont les parents avaient été tués. Et ben non, il y a cette petite cabane où on vient chercher ce bébé qui pleure, et tous les autres sont morts. Et ben voilà, d'abord je savais que c'était vrai, et puis c'est mon petit clin d'œil à un Granier de Fer.